Oui. Bien, alors j'espère qu'on arrive à la fin de l'après-midi. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir que nous avec cette journée, qu'elle aura été enrichissante et fructueuse. Et maintenant, je suis vraiment ravie de donner la parole à Christian Purel, professeur émérite de l'Université de Saint-Étienne, conférencier dans le monde entier. La preuve, jusqu'à Lausanne. Jusqu'à Lausanne. Et qui se spécialise maintenant surtout dans la compétence culturelle. Hein. On peut dire ça? On peut dire ça. On peut dire ça. On peut dire ça. Voilà, je vous laisse la parole. Bien, merci aux organisateurs de cette journée, de leur invitation. C'est toujours un plaisir d'intervenir devant des collègues. Je rentre immédiatement dans le sujet parce que j'ai, parmi mes quelques défauts, que je connais en tout cas, les autres considèrent que j'en ai plus, un défaut que je me prête volontiers, c'est celui d'avoir du mal à respecter le temps de parole. Mais on est en Suisse, et donc là je sais que ça va être très chaud si je ne respecte pas le temps. Et c'est tout à fait normal en fait, hein. C'est tout à fait normal. Donc par contre vous me faites signe parce que souvent je fais de l'auto-allumage et je ne regarde pas ma montre. Je la mets devant moi mais je ne la regarde pas, c'est toujours pareil. Donc vous n'hésitez pas à me dire 5 minutes par exemple, hein, 5-10 minutes avant la fin, comme ça. Ça va faire 10 et ça va faire 5 par exemple. Voilà. Ok. Bien. Première remarque, dans le titre, vous serez peut-être surpris de ne pas voir le mot autonomie, alors que c'est le concept clé sur lequel a tourné cette journée. Il n'y en a qu'une, effectivement. Tout simplement parce que je vais aborder le problème, la problématique de l'autonomie d'une façon un petit peu biaisée, ou de biais en tout cas, c'est-à-dire à partir du problème de la compétence culturelle et dans la compétence culturelle à partir d'une composante qui se trouvait de la composante maintenant privilégiée de la compétence culturelle par rapport à la nouvelle perspective actionnelle, c'est-à-dire ce que j'appelle la composante co-culturelle. Ça fait toujours chic d'inventer ses propres concepts, hein, parce que après on est forcément le meilleur spécialiste pour en parler, en tout cas. Voilà, vous avez ici les références de mon site. J'ai vu que tout le monde avait donné son courrier électronique, donc je suppose que vous pouvez demander aux organisateurs de la journée de vous envoyer la version PDF de la photocopie, du dossier de photocopie, dossier documentaire que vous avez sur les yeux. Et dans ce dossier documentaire, vous aurez les liens actifs qui vous renverront pour chacun des documents, chacun des éléments de la bibliographie. Ça vous renverra à mon site où tout est disponible. D'accord ? Voilà. Je vais laisser aussi mon PowerPoint et qui pourra être demandé aussi en version PDF, donc avec les mêmes liens cliquables. Okay ? Voilà. Alors, allons-y. La bibliographie, justement, je viens d'en parler. Quand vous aurez la version PDF, il suffira de cliquer sur les différents liens pour avoir, non pas les références plus précises à l'écran, mais directement le texte. Dans mon introduction, je vais juste faire un petit point sur ce qui m'intéresse dans la problématique de l'autonomie dans l'approche communicative. Ma collègue et amie Nicole Poteau en a un petit peu parlé ce matin lorsqu'elle a parlé, et c'était très important, du passage de la dimension individuelle, voire individualiste, dans l'approche communicative à la dimension collective. Donc, le public et la situation sociale de référence dans les niveaux seuils, et les niveaux seuils ont été à l'approche communicative, je le rappelle parce que on a dit qu'il y avait beaucoup de femmes ici, mais de femmes jeunes aussi, donc qui n'étaient peut-être pas encore en train de penser et d'enseigner pensée didactique et d'enseigner à l'époque de la publication des niveaux seuils. Ça ne nous rajeunit pas, ça nous renvoie au début des années 70. Mais les niveaux seuils avaient tous la même préface, et dans cette préface, il était bien dit qu'il s'agissait de préparer les citoyens européens à la mobilité à l'intérieur de l'Europe. Et le modèle de mobilité qui a été pris n'est pas le modèle, par exemple, de mobilité étudiante, l'étudiant qui va passer 1 an, voire 2 ans à faire des études dans un pays étranger. Le modèle de mobilité qui a été pris comme exemple, et donc comme situation sociale de référence, a été le voyage touristique. Et le fait que ce soit le voyage touristique, que ça a été le voyage touristique, a des implications absolument fondamentales, non seulement dans la conception même de l'approche éducative, mais même très concrètement, on en retrouve, j'allais dire, les stigmates dans les manuels communicatifs et bien sûr les pratiques des enseignants. Alors vous avez en page 2 de votre dossier de photocopie, vous avez le titre et l'avant-propos du niveau seuil.
Donc, dans le PowerPoint que j'enverrai aux organisateurs, je collerai, après cette diapositive, je collerai la partie correspondante de votre dossier de photocopie, de façon à ce que vous ayez un dossier complet, que vous n'ayez pas à circuler entre le PowerPoint d'un côté et les fichiers de l'autre, qui ne vont pas être liés, bien sûr, dans la version PDF. Ils ne sont liés que dans la version PowerPoint. Voilà, donc vous avez le titre des niveaux seuils, c'est en haut de la page 2, vous voyez. Le niveau seuil de compétences linguistiques est conçu comme l'énoncé des connaissances et aptitudes qu'un apprenant singulier doit acquérir pour pouvoir s'affirmer de manière simple mais efficace en tant qu'individu dans un environnement étranger. On ne peut pas être plus clair, si vous voulez, sur l'orientation individualiste de ce document qui va être en fait à l'approche communicative ce que le cadre européen est maintenant à la perspective actionnelle. Le niveau seuil, c'est vraiment le premier document du Conseil de l'Europe qui a, sinon lancé, du moins généralisé l'approche communicative en Europe à l'époque. Et puis vous avez le concept de centration sur l'apprenant. C'est toujours la même page de la photocopie, en page 2. Vous lirez, c'est un très bon auteur, c'est moi d'abord, puis Richter après, mais c'est pas un postulat de prééminence, hein, parce que Richter, je l'aime beaucoup. Malheureusement, il est mort il y a quelque temps déjà, et il aurait pu écrire beaucoup de choses. Et c'est en particulier un des rares didacticiens qui a été capable de brûler un petit peu les vaisseaux sur lesquels il avait navigué à l'époque, puisqu'il a été un des auteurs qui a beaucoup développé l'analyse des besoins langagiers pour le Conseil de l'Europe, et il a écrit tout un ouvrage critiquant le concept de besoin langagier. Voilà. Et le concept, la critique, vous l'avez en dessous, là. D'autres idées fausses n'auraient pas eu cours, etc. Et vous voyez la prise de distance par rapport à, justement, l'approche individualiste des niveaux seuils et des besoins langagiers. Voilà. Le concept de concentration sur l'apprenant, si ça vous intéresse, vous allez trouver sur mon site, dans mes travaux listes et liens, un article qui s'intitule « La problématique de la centration sur l'apprenant en didactique scolaire », où je démontre systématiquement, dans plus de 20 pages, je démontre ce concept en le critiquant. Une des critiques que je fais, c'est le fait que l'apprenant soit, ce concept-là, présente l'apprenant, l'apostrophe ANT au singulier. Or, qu'est-ce que c'est un concept qui ne correspond pas à la réalité empirique de la classe, où le problème qu'a un enseignant, c'est justement qu'il n'a pas un apprenant devant soi, mais qu'il a des apprenants. Et ce n'est pas du tout la même chose que de se centrer sur un apprenant que de se centrer sur des apprenants. Parce qu'à certains moments, effectivement, on va se centrer sur un apprenant. Toi, ça suffit, tu arrêtes de causer. Et puis, à un autre moment, on va se centrer sur une partie du groupe, et un autre moment, on va se centrer sur l'ensemble du groupe, et à un autre moment, on va se centrer sur les exigences institutionnelles, ou sur un point de grammaire, où on va solliciter un élève pour qu'il n'ait pas peur de parler. Allez-y, c'est pas grave si vous faites des fautes. Et puis un autre, on va lui dire, tais-toi, ça fait 3 mois que tu me fais la même phrase avec la même erreur grammaticale, donc il serait peut-être temps que tu réfléchisses avant de parler. Vous comprenez la difficulté d'un enseignant, c'est de jouer justement sur des centrations, et des centrations qui ont des directions contraires. Les centrations ne sont pas seulement sur l'apprenant, mais sur d'autres exigences multiples. Voilà, bon, je passe rapidement parce que sinon je pourrais en parler longtemps. Je voudrais montrer les traces justement de ce qu'on peut appeler véritablement une idéologie individualiste dans l'approche communicative. Le groupe de référence de l'approche communicative, Nicole Poton en a parlé ce matin, a un concept central qui est celui de l'interaction. Mais il s'agit de l'interaction langagière. Et parce que justement le modèle de référence c'est le voyage touristique, eh bien, l'interaction langagière, elle l'a dit, je pense, ce matin, se réduit essentiellement à de l'échange d'informations. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois et que vous allez quitter dans quelques minutes, même si c'est quelques heures? Sinon, justement, de l'échange d'informations. Donc, de quoi je parlais, moi? Oui, de l'échange d'informations à laquelle se limitait l'interaction communicative. Voilà, je raccroche mes wagons, excusez-moi. Moi aussi, c'est la fin de la journée, hein. Et puis j'en ai eu une dure aussi hier. Donc voilà, l'interaction communicative, c'est en fait de l'échange d'informations et je peux rajouter de l'échange inter-individuel d'informations.
c'est le modèle de Shannon. Vous avez un énonciateur qui transmet de l'information par un canal, un contenu par un canal à un destinataire, lequel en retour dit à mon tour et il transmet de l'information au premier. Okay? Le modèle même de la mise en œuvre de ce modèle, eh bien, c'est l'exercice d'information gap. Hein, vous donnez la moitié de l'information à un élève, la moitié à un autre élève, et ils doivent ensemble reconstituer l'information globale. Si je peux faire déjà une petite avance par rapport à la perspective actionnelle, ils ne se posent jamais la question de savoir, on ne leur demande jamais de se poser la question de ce qu'ils pourraient faire avec l'information qu'ils ont ainsi partagée. Voilà. Et on ne leur demande pas non plus, mais est-ce que vous avez évalué l'information que vous nous donnez là? Pourquoi vous nous demandez de la transmettre à l'autre? À quel moment est-ce que ce serait bon de le transmettre à l'autre? Est-ce que peut-être demander à l'autre ce qu'il veut faire pour sélectionner l'information en fonction de ce qu'il veut en faire, est-ce que ce ne serait pas plus intelligent? Vous voyez, tout ça, dans l'exercice d'information gap, est complètement squeezé, neutralisé, parce qu'on veut le plus rapidement et immédiatement possible donner de l'information à transmettre pour que les élèves les transmettent de façon interindividuelle, et une fois que l'information a été transmise, on a gagné. Le droit de quoi? De refaire le même exercice, encore une fois. Donc, exemple de manuel, Tandem 2. Voilà, par exemple, est-ce que c'est lisible du fond? À votre tour, à deux, vous faites visiter votre collège à un nouvel élève ou à un correspondant. On reviendra sur cette page parce qu'elle est intéressante aussi pour montrer qu'à ce niveau-là, on n'a pas du tout pris en compte ce que c'est un véritable projet. Ne serait-ce que parce que ce n'est pas le même projet du tout de faire visiter un collège à un nouvel élève ou de le faire visiter un nouveau correspondant. Ce n'est pas du tout les mêmes choses qu'on va montrer de la même manière, etc. D'accord? Mais là, ce qui m'intéresse, c'est d'une part le A2. D'accord? Vous avez vu que la plupart des consignes dans les manuels communicatifs commencent à 2. Le groupe de référence de l'approche communicative, c'est le groupe minimal auquel il faut bien se résoudre si on veut faire travailler l'interaction, parce qu'on ne peut pas interagir tout seul, c'est bien dommage. Il faut être au moins 2. Donc on va se limiter dans l'approche communicative au groupe minimal d'interaction, mais encore une fois, il s'agit d'interaction interindividuelle. Donc à 2, vous faites visiter votre collège à un nouvel élève ou à un correspondant. Attendez, le collège reçoit un nouvel élève qui va être dans la classe. Et c'est par groupe de 2 qui vont concevoir le projet? Mais on va d'abord réfléchir collectivement, non? L'enjeu de recevoir un nouvel élève dans une classe, c'est par définition un enjeu collectif. Pourquoi est-ce qu'on commence par le groupe de 2? On a là une deuxième raison de la limitation au groupe de 2 dans l'approche communicative, parce que ça permet de démultiplier la communication en classe. Plus le groupe est restreint, et plus eh bien, les élèves vont produire de la quantité de communication. D'accord? Bon, c'est là que je suis obligé de faire ma petite manip là, avec la souris. Regardez un autre exemple. C'est à la fin d'une unité didactique, carte postale. Alors, ce qui nous intéresse, c'est ça, voilà. Présenter des informations sur une ville. En petit groupe, on choisit notre ville préférée. Étape 2, on échange et on note les informations utiles pour visiter cette ville. Moyens de transport, climat, visite. Étape 3, on présente les informations sur la ville à la classe. Étape 4, on répond aux questions des autres groupes. Excusez-moi, on s'arrête là? Pourquoi on a fait tout ça, là? On ne va pas décider quelle est la ville éventuellement la plus intéressante? On ne va pas faire un vote en classe pour savoir... C'est un nouveau concept pour capter l'attention de l'auditoire. On change d'écran, on vous filme, et on vous dit, voyez, le dernier match de tennis auquel ils ont assisté. Alors, bon, c'est pas la première fois que ça va m'arriver. Hein. Ouais. Bon, vous savez, les automatismes, on est bien placé pour savoir que les automatismes, ça demande quelques essais-erreurs. Voilà. Donc, à gauche, toutes. Allons-y. Donc, vous voyez, ici, si vous voulez, dans une perspective actionnelle, on se dit, mais pourquoi ils ont échangé ces informations? Ça leur a servi à quoi? Ben, uniquement à échanger les informations. Puisque ça ne débouche pas sur une décision, même pas de groupe, et encore moins de décision collective.
Donc, je vous donne déjà un indice concret pour savoir si dans un manuel, effectivement, la perspective actionnelle a été implémentée. C'est que dans le projet final, à un moment, il y a au moins une décision de l'ensemble de la classe qui a porté sur la conception du projet final. Voilà. S'il n'y a pas ça au minimum, eh bien, compte faire l'avant-propos pour la perspective actionnelle, mais c'est peut-être pas la peine d'aller voir les unités didactiques elles-mêmes. Deuxième exemple, c'est ça. Ah oui, parce qu'on va voir aussi un agenda. Alors, je vous renvoie pour la suite à votre dossier de photocopie. Donc, il ne faut pas faire seulement ça, il faut faire ça aussi. Ça fait travailler les cervicales, c'est très bon. Vous avez en page 3 les 3 grandes conceptions de l'autonomie de Holek. Vous lirez ça attentivement, soit directement ici, soit une fois qu'on vous aura envoyé le PDF à votre demande. Dans le tableau, là, bon, Holek dit que la autonomie égale indépendance, ce n'est pas du tout son concept, effectivement. Mais il présente 2 orientations possibles de l'autonomie, 2 et 3, en disant qu'elles sont souvent d'ailleurs à la fois mélangées conceptuellement et mélangées dans la réalité de la mise en œuvre. Mais vous pourrez faire une petite analyse de ce qui est écrit dans le tableau, encore une fois, sur l'orientation individualiste de l'autonomie. Vous avez, sur l'avant-dernière ligne, on amène chaque individu à organiser sa propre expérience, on amène chaque individu à savoir organiser sa propre expérience. La différence conceptuelle est très fine, mais elle est pertinente. Mais là où il n'y a pas de finesse, c'est que dans tous les cas de figure, on est sur l'individu seul et isolé. Comment dans une classe, forcément, il y a un enjeu d'organisation de l'expérience collective, puisqu'une classe est un lieu d'enseignement-apprentissage collectif. Regardez comment ce qu'on peut appeler maintenant la culture d'enseignement-apprentissage, je vous en parlerai tout à l'heure. Cette culture d'enseignement-apprentissage a été conçue dans l'approche communicative, toujours uniquement sur le mode individualiste. On peut parler de paradigme individualiste. On reporte systématiquement sur toutes les problématiques cette grille de lecture et cette grille d'analyse. Dans l'approche communicative, le seul concept qui corresponde à culture d'enseignement-apprentissage, c'est stratégie. Vous complétez? Non, on n'est pas en atelier. Stratégie individuelle d'apprentissage. C'est un des concepts clés de l'approche communicative. Or, dans une classe, encore une fois, qui est un lieu collectif d'enseignement-apprentissage, il ne faut pas seulement mettre au point des stratégies individuelles d'apprentissage, il faut décider ensemble, entre les élèves et l'enseignant, une stratégie collective d'enseignement-apprentissage, puisqu'il s'agit de la même action collective d'enseignement-apprentissage. Exemple d'expérimentation, vous tournez la page. Vous tournez 2 pages et vous arrivez en page 5. Voilà une expérience qui est citée dans le même document, une expérience d'autonomisation. J'ai pris l'exemple de la Finlande parce qu'elle concerne, vous voyez la première ligne, les seconds cycles de l'enseignement secondaire. Et on donne un exemple de mise en œuvre d'autonomie. L'apprenant choisit parmi les matériaux fournis par l'enseignant, l'apprenant se procure lui-même une partie des matériaux nécessaires, l'apprenant se procure ou se construire lui-même des matériaux en quantité et en variation suffisante. Attendez, là, si on est dans un enseignement collectif scolaire, ce n'est pas chaque apprenant qui va choisir ses propres matériaux. Il faut bien qu'il y ait une décision collective, au moins, même s'il y a des premiers choix individuels, il faut ensuite qu'il y ait une négociation pour qu'en classe, ce soit certains supports et pas d'autres, certains matériaux et pas d'autres qui soient utilisés. Donc vous voyez que je ne suis pas en train de dire que ces gens-là, lorsque dans la pratique, ils vont passer à la pratique, ces gens-là ne prenaient pas en compte la dimension collective. Mais dans la manière de présenter, fonctionne à plein le paradigme individualiste de l'approche communicative. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas à signaler qu'il s'agit de collectif. Voilà. L'exemple de l'auto-évaluation dans le CE-CRL, qui pour les intimes dont vous êtes désigne le cadre européen commun de référence pour les langues, eh bien, vous voyez, ici, c'est la grille grille pour l'auto-évaluation. Et à chaque fois, c'est je peux, il peut faire beaucoup de choses, hein.
je peux. Mais à partir du moment où on est en milieu institutionnel d'enseignement-apprentissage collectif et qu'on met en place l'autonomie, je crois que ce n'est pas ma collègue Nicole Poteau qui me contredira, se pose le problème de l'autonomie collective. L'autonomie des groupes, des différents groupes, et l'autonomie du groupe classe par rapport à l'enseignant. Et je reviens à la notion de pédagogie du contrat dont je parlais tout à l'heure. Bon, excusez-moi, c'est un petit peu allusif tout ce que je dis. Je vois quelques sourcils qui se froncent, donc je comprends tout à fait pourquoi. Alors, je passe maintenant à mon thème. Ça, c'était pour régler la question, vous voyez très vite, la question de l'autonomie dans la perspective actionnelle. Hein, l'autonomie dans la perspective, dans l'approche communicative. Elle est pensée uniquement en termes individualistes. Or, l'une des choses qui bouge fondamentalement entre l'approche communicative et la perspective actionnelle, c'est le passage d'une préoccupation individualiste à une préoccupation collective. Si vous voulez, puisque c'est ça maintenant, la finalité qui est annoncée pour l'enseignement scolaire des langues, c'est la formation d'un acteur social. Un acteur social, forcément, intègre la dimension collective. On ne peut agir, et en particulier sur sa société et sur les autres, que si on agit collectivement. Vous aurez remarqué, même les plus jeunes d'entre vous, que si vous vibrionnez tout seul dans votre coin, ça ne fait pas changer les autres, ou alors vos proches peut-être à certains moments, mais en tout cas, ça ne fait pas changer la société. Comment est-ce qu'on peut être un acteur social dans le sens fort du terme, à savoir d'un acteur par rapport à sa propre société? Eh bien, toutes les sociétés qui ont voulu faire ça, donner la possibilité aux citoyens d'avoir une action sur la société elle-même, c'est une des définitions même de la démocratie, eh bien, toutes ces sociétés-là ont inventé pour cela des modes de fonctionnement collectifs. Les partis politiques, les syndicats, les associations, ce sont les seuls moyens connus et inventés par les sociétés démocratiques qui veulent, qui pointent comme une des nécessités pour qu'une société soit démocratique, c'est que chaque citoyen ait un pouvoir sur l'ensemble de la société, mais ce pouvoir-là ne peut pas être obtenu de façon individuelle, mais collective. Bon, mais on ne fait pas de philosophie politique, donc je passe rapidement. Alors, le public de référence, on n'a pas vu. Le public de référence des niveaux seuils, et les niveaux seuils, je le rappelle, ont été les textes de référence de l'approche communicative. Les sous-titres des niveaux seuils, c'est « Système d'apprentissage pour les adultes ». C'est le sous-titre des niveaux seuils, qu'on oublie très souvent. On est calé sur les adultes, ce qui explique qu'on soit aussi calé sur le voyage touristique. En général, les enfants, ils ne voyagent pas tout seuls. Okay? Tandis que là, vous voyez, le public de référence, c'est l'ensemble du système éducatif, et je poursuis la citation, les guillemets, vous les avez ouverts, à gauche, oui, pas à droite, l'ensemble du système éducatif, depuis le préscolaire jusqu'à l'enseignement aux adultes. Et le cadre européen commun de référence, je me contente de ce qui est marqué en gras, le cadre européen commun de référence se situe dans la lignée d'un certain nombre de réunions du Conseil de l'Europe, en particulier de ce symposium intergouvernemental de novembre 1991, vous lisez comme moi à l'écran, je me contente de lire ce qui est en gras, l'apprentissage des langues. Donc, c'était en quelque sorte, c'est les orientations du projet qui ont été données aux experts qui ont élaboré le cadre européen commun de référence. D'accord ? L'apprentissage des langues doit, pour atteindre ses buts, se poursuivre toute une vie durant. Nicole Poteau en a parlé aussi ce matin. Et il convient de le promouvoir et de le faciliter tout au long du système éducatif, depuis le préscolaire jusqu'à l'enseignement aux adultes. C'est vraiment une des grandes différences fondamentales entre les niveaux seuils. Les niveaux seuils prenaient comme référence l'apprentissage des adultes et l'enseignement aux adultes. Et le cadre européen commun de référence qui inclut dans sa réflexion l'enseignement scolaire. Et vous savez que le cadre européen commun de référence est beaucoup utilisé actuellement en Europe comme outil d'harmonisation des systèmes scolaires et des curricula scolaires. L'objectif, donc on a vu le public de référence, l'objectif de référence dans le cadre, c'est de préparer dans une société multilingue à vivre ensemble. Et problème de communication que pose la vie dans une société multilingue et multiculturelle. On pourrait faire une petite analyse de texte là, parce que dans une Europe, lorsqu'on vit ensemble dans une société multilingue et multiculturelle, le problème n'est pas seulement un problème de communication. Le problème est aussi un problème de comportement. Vous voyez quelqu'un qui ne se comporte pas comme la société l'attend, il va vous dire bah, « Attendez, mais je communique, je vous explique pourquoi je fais ça, moi. Je vous explique pourquoi je crache dans la rue, parce que dans ma culture, on crache. » Voilà, vous avez compris le message, bravo, vous avez compris, très bien, continuez à cracher. Non. Non, vous n'allez pas accepter le comportement. Donc le problème de la vie en commun, c'est essentiellement
un enjeu d'adopter. On doit adopter des comportements qui soient acceptables par tous. On ne peut pas demander à chaque citoyen d'adorer, d'aimer, d'admirer telle ou telle communauté. Ce n'est pas le problème. Le problème d'une société, c'est que dans la vie en commun qu'impose une société, eh bien, il faut adopter des comportements qui soient acceptables par tous. Okay? Bon, par derrière ces comportements, il y a bien entendu des questions de valeur, hein, bien entendu, mais des conceptions de ce que c'est le vivre ensemble. Ce que je veux pointer, c'est que l'élément clé de ce que dans le cadre on appelle la compétence pluriculturelle, l'élément clé, c'est les comportements. Et c'est une modification par rapport à l'approche communicative. Historiquement, l'approche communicative, c'est plutôt le contraire. Historiquement, l'approche interculturelle est venue se coupler à l'approche communicative, se configurer par rapport à l'approche communicative. Exemple, le modèle de l'approche communicative, c'est le voyage touristique. Et dans le voyage touristique, on passe son temps à rencontrer pour la première fois des gens qu'on ne connaissait pas auparavant. D'accord ? Or, regardez maintenant, on ne parle pas d'enseignement de la civilisation, ni d'enseignement culturel. On ne parle pas d'apprentissage de la civilisation, ni, j'ai dit apprentissage là tout de suite ? Bon, ni d'apprentissage culturel, d'accord ? Ces concepts-là n'existent pas. On ne peut parler que de découverte interculturelle, d'initiation interculturelle, de sensibilisation interculturelle, d'approche interculturelle. Qu'est-ce qu'il y a de commun dans ces 4 concepts ? La même chose que dans le voyage touristique. Ce qu'en linguistique on appelle l'incoatif. Le fait que c'est le début. Dans l'approche interculturelle, on passe son temps à initier à une culture étrangère. Bon, c'est bon, mais moi, ça fait 5 ans, 10 ans que je vis dans la société étrangère. Le problème, c'est plus un problème d'initiation, de découverte. Ça y est, j'ai découvert. Il faut bien passer, à partir du moment où la problématique n'est plus la problématique du premier, la première fois, et du ponctuel, eh bien forcément, on passe à une autre problématique culturelle, qui est la gestion dans la durée. Et dans la durée, il y a 2 enjeux. Il y a le vivre ensemble. Ah, j'ai fait une bonne transition là. Il y a le vivre ensemble et il y a l'agir ensemble. Le vivre ensemble et l'agir ensemble, c'est-à-dire, prenons le cas, le travailler ensemble. Le travailler ensemble. Et ce sont encore là 2 enjeux différents. Alors, dans le cadre, c'est un monstre à 3 pattes complètement inégales. Si vous le voyez marcher, le cadre, c'est un peu bizarre. Okay ? Pourquoi ? Parce que là, il y a une énorme patte qui a été empruntée d'ailleurs à quelqu'un d'autre auparavant. Donc c'est une patte empruntée. C'est toute la patte qui correspond aux échelles de compétences, qui correspondent uniquement à l'approche communicative. Notion, acte de parole. Et on retrouve l'individuel, c'est normal. Les échelles de compétences, ce sont des échelles d'évaluation pour certification individuelle. Ok ? Vous avez une patte moyenne qui est la compétence plurilingue et pluriculturelle, qui correspond au vivre ensemble. D'accord ? Et puis vous avez une minuscule patte, ça tient dans 5 lignes dans le cadre, et c'est pourtant la patte qui est appelée à se développer, qui actuellement se développe dans les manuels, c'est la perspective actionnelle, qui va être amenée à se développer. Donc il n'y a pas de prise de conscience, si vous voulez, parmi les auteurs du cadre, il n'y avait pas prise de conscience qu'ils étaient assis le derrière. Vous allez me dire, être assis le derrière entre 3 chaises, c'est pas mal, parce qu'il y en a une au milieu, mais vous voyez la métaphore. Hein ? Voilà, agir ensemble. Alors, l'usager et l'apprenant, comment est-ce qu'on définit ? C'est le seul passage du cadre où est définie la perspective actionnelle. On n'a que ça à se mettre sous les dents. Donc moi, ça commence à me fatiguer un petit peu de voir les gloses dignes des gloses médiévales sur la Bible, des gloses sur le cadre européen commun de référence. La perspective actionnelle dans le cadre européen, ça se limite à la définition d'un nouvel objectif, ou plutôt finalité, qui est la formation d'un acteur social. Point à la ligne, point barre, comme disent maintenant les jeunes. Il n'y a pas d'autre chose. Et c'est une chance historique parce que du coup, la perspective actionnelle peut être véritablement élaborée de manière adaptée à chacun des niveaux d'enseignement, à chacun des publics, à chacun des pays. Et qu'on n'est plus dans la situation actuelle, qu'on n'est plus dans la situation ancienne qui était celle de l'approche communicative, où il y avait eu une définition d'une approche communicative pour les adultes, et dans l'enseignement scolaire en particulier, on passait son temps à essayer d'adapter l'approche communicative à l'enseignement scolaire. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile, hein. Je pense que vous vous en êtes rendu compte. Parce que l'approche communicative installe un décalage, rompt une homologie fondamentale
en didactique des langues, qui est l'homologie entre la situation sociale de référence à laquelle on veut préparer les élèves et la situation scolaire dans laquelle ils sont en classe. En d'autres termes, on veut préparer les élèves à parler plus tard avec des étrangers dans la société étrangère. Or, en classe, ils ne sont pas avec des étrangers, mais d'autres natifs de leur propre langue, et ils ne sont pas dans la société étrangère. Or, on a toujours considéré que la meilleure manière de préparer les élèves à un certain objectif dans une certaine situation, eh bien, c'était de faire la même chose en classe. Donc, comme ils ne sont pas devant des étrangers et dans la société étrangère en classe, eh bien, on va leur demander de faire comme si. Voilà. Et ça vous explique le statut de la simulation dans l'approche communicative. C'est un moyen artificiel de rétablir cette homologie entre la situation d'usage et la situation d'apprentissage. Une des choses qui change fondamentalement avec la perspective actionnelle, c'est qu'on veut maintenant former des acteurs sociaux pour plus tard, dans la société, dans leur société. Or, en classe, dans le travail commun d'enseignement-apprentissage, eh bien, ils sont dans une véritable société et ils ont une véritable action sociale à réaliser qui est le projet collectif d'enseignement-apprentissage. Donc on retrouve l'homologie naturelle entre la situation d'usage et la situation d'apprentissage. Vous avez compris que c'est une autre façon de dire que la question de la simulation, elle est à revoir entièrement maintenant dans la perspective de la perspective actionnelle. Comme on dit en espagnol, valga la redundancia. Okay? Alors, l'usager et l'apprenant d'une langue comme des acteurs sociaux, moi je lis en français, mais la version anglaise, vous pouvez vous y référer, qui est la version originelle, ça dit la même chose. On considère l'usager comme un acteur social et on considère l'apprenant comme un acteur social. Le problème, c'est que vous avez toujours ce fameux singulier, l'usager et l'apprenant, ce singulier générique, qui n'est pas si générique que ça, parce que par derrière, il y a l'idéologie individualiste encore, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà la première grande rupture entre la perspective actionnelle et l'approche communicative. Je viens d'en parler, donc je passe. La deuxième rupture, c'est qu'on passe on va passer du paradigme communicatif, ou du paradigme de la communication, à un autre paradigme, qui est le paradigme de l'action. Qu'est-ce que c'est le paradigme communicatif ? Eh bien, c'est ce que vous avez dans la tête si vous considérez que, bah oui, ce qu'écrit là Evelyne Bérard, c'est évident. Si vous considérez ça comme une évidence, ça veut dire tout simplement que vous fonctionnez à l'intérieur de ce paradigme communicatif. Mais je vais vous donner un exemple concret. Et un exemple concret qui n'est pas pris par hasard, qui est un exemple d'utilisation de la langue, non pas pour communiquer, mais pour travailler. Je vais prendre l'exemple de la prise de notes par un étudiant. Prise de notes par un étudiant, il y a un cours, il prend des notes sur un cours. Et il doit ensuite faire un exposé, dans lequel il va réutiliser en partie les notes qu'il a prises. D'accord ? Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire ? Très souvent, on prend des notes à la va-vite, c'est des mots, c'est Comme il sait qu'il va faire un exposé, il va, avant d'oublier le cours, eh bien, il va mettre au propre ses notes, en les complétant avec ses souvenirs. Dites-moi ce qu'il y a de communicatif dans ce travail de réécriture. Ah bah oui, il communique avec lui-même. Il communique à distance avec son professeur parce qu'il se souvient de ce que le professeur a communiqué. Vous serez d'accord avec moi que c'est un peu tiré par les cheveux. Et même par un seul cheveu, donc ça va vite casser. On est là sur une utilisation du langage qui est typique d'une utilisation du langage pour le travail. Le langage, on ne l'utilise pas seulement pour communiquer, c'est aussi un support de travail intellectuel. C'est même pour ça que l'écriture a été inventée, d'accord ? En tout cas, ce qui a changé dans le travail intellectuel a été énorme avec l'invention de l'écriture, justement. Parce qu'en particulier, on a pu prendre des notes, on a pu mettre des mots, les réorganiser, etc. Et puis, on a pu lire la Bible dans le texte, ce qui a changé beaucoup de choses, en particulier, qui a provoqué l'émergence du protestantisme, dont ma collègue Nicole Poteau a parlé ce matin. Si je la cite, c'est pas seulement parce qu'elle m'a cité, hein, elle. Hein. C'est pas un renvoi d'ascenseur. Mais cela dit, vous avez compris que pour improviser de façon aussi naturelle, il a fallu qu'on le prépare très longtemps ensemble, forcément. Hein. Voilà, la signe, le signe, les stigmates linguistiques du paradigme qui provoquent de l'évidence, c'est l'accumulation des certitudes. Il est certain que
ne peut se faire que, il est forcément question de. Moi, je n'ai même pas besoin de lire ce qui est entre les deux, c'est des conneries. Je vous donne un marqueur de repérage de conneries. Si vous avez une accumulation, tant d'accumulation d'évidence en si peu de lignes, c'est forcément faux. Parce que c'est forcément pris dans un paradigme. Et donc, ça ne prend pas en compte la complexité du monde et la diversité des paradigmes. Le paradigme actionnel, eh bien, vous l'avez déjà tout à l'heure dans la citation que je vous ai citée, excusez-moi, que je vous ai montrée à l'écran, hein, à gauche, je me rappelle, la définition de la nouvelle finalité de formation d'un acteur social, voilà, et puis tous les concepts clés du cadre, les nouveaux concepts clés du cadre, vous les avez sous les yeux là. Est-ce que vous les avez dans le nom? Je ne vous ai pas fait la photocopie correspondante, mais vous retrouvez ça à pages 15 et 16 de ce document. Eh bien, vous voyez que tous les concepts nouveaux, compétences, contexte, texte, etc., sont définis quelque part par rapport à l'agir. D'accord? Par rapport à l'agir, et j'ai montré en gras ensuite, vous voyez, agir, acte, activité, tâche. Bon, cela dit, il y a une confusion totale dans la tête des auteurs du cadre entre tâche, action, activité, comme on dit en espagnol, un cacao mental. Ouais. Alors, le paradigme de l'action, ça va provoquer quoi dans les manuels? Eh bien, ça va provoquer le fait que l'on constate déjà, depuis le premier manuel qui, en français langue étrangère, s'est réclamé de l'approche communicative, c'est Rond-Point. On va en parler parce que je vais le citer à un certain moment pour d'autres exemples. Et c'est 2004. Vous voyez, en 2004 est publié le premier manuel qui se réclame de la perspective actionnelle. Vous avez vu que ça va très vite parce que maintenant, aucun manuel ne peut être publié s'il ne se réclame de la perspective actionnelle, comme auparavant, aucun manuel ne pouvait être vendu s'il ne se réclamait de l'approche communicative. Et il y a toujours autant de différences entre ce qui est annoncé dans les préfaces et ce qui ensuite passe dans les unités didactiques. Voilà. Mais ça, on peut dire que c'est une loi universelle. Une préface, c'est un morceau de bravoure publicitaire. Point final. Alors, dans l'approche communicative, puisqu'on est sur le paradigme communicatif, eh bien, l'unité... Alors, je vais vous poser une question qui aurait dû normalement vous empêcher de dormir depuis longtemps, si vous ne vous l'êtes jamais... Oui, ça se dit, hein, si vous ne vous l'êtes jamais posé auparavant, d'accord, qui est « Je travaille par unité didactique, séquence, leçon de manuel ». Mais qu'est-ce qui fait l'unité de l'unité didactique? C'est les questions les plus simples, qui paraissent les plus évidentes, qui sont les plus intéressantes, puisque si ça nous paraissait tellement évident qu'on ne s'est pas posé la question, c'est que ça renvoie à un paradigme. Ça renvoie à un paradigme. Quelle est l'unité de l'unité didactique? Eh bien, jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'unité didactique, vous le trouvez toujours affiché dans le titre. Ça n'a pas changé, ça. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, vous aviez des manuels. Les manuels, c'était leçon 1, article défini. Leçon 2, article indéfini. Leçon 3, le substantif masculin. Je termine pas, je gagne du temps. Vous avez compris comment ça défile. On reprend tous les points de grammaire de la grammaire de référence, qui est la grammaire latine à l'époque. Okay? Voilà. Donc, l'unité didactique, elle se construit autour de l'unicité du point de grammaire. On prend un point de grammaire, on fait la leçon correspondante, et la leçon, c'est le prof qui l'a fait, hein, la lectio. Il expose magistralement le point de grammaire. Ce qu'on appelle la leçon maintenant, c'est en fait, c'était une synecdote. C'est le début de l'unité didactique jusqu'à la fin du XIXe siècle, qui était la leçon de grammaire de l'enseignant, qui a fini par désigner l'ensemble de l'unité didactique. Ah, vous aurez appris quelque chose, hein, cet après-midi. Ça valait la peine de venir, même si c'est la fin de la journée. Bon, la leçon, donc, l'unité de l'unité didactique, c'est l'unicité du point de grammaire. Ensuite, vous avez les titres qui vont changer brutalement fin 19e, début 20e. Première unité, la salle de classe. Deuxième unité, la cour de récréation. Troisième unité, la maison paternelle. Quatrième unité, la place du village. Je continue? Non, ça va? Vous avez compris? Et vous avez compris aussi que quel est le principe là, de chaînage des unités? C'est plus l'ordre canonique de la grammaire latine. La salle de classe, la cour de récréation, la maison paternelle, la place du village. C'est ce qu'on appelait en pédagogie de l'époque, de l'enseignement primaire, les centres d'intérêt concentriques. On part de la personne de l'élève là où il est dans la classe et progressivement on élargit par rapport à l'élève. Hein.
Et dans tous les manuels, vous aviez toujours la ville avant la campagne. Alors qu'à l'époque, 95% des élèves, des enfants vivaient à la campagne. Comment vous expliquez ça? La première interprétation, ça je l'ai trouvé dans un texte officiel, c'était que l'auteur de cette instruction officielle, 1890, je le connaissais, pas personnellement, 1890, mais je savais que c'était un agrégé d'allemand qui travaillait dans un grand lycée parisien. Donc je me suis dit, tiens, sérieux, il s'est trahi. Pour lui, la ville, c'est plus proche que la campagne. C'était faux. L'explication, c'est qu'à l'époque, 100% des élèves qui apprenaient une langue étrangère étaient des petits citadins et que les autres n'avaient pas le droit d'apprendre des langues étrangères. Ni l'envie d'ailleurs, ni l'idée même, à l'époque. Voilà. Donc, là, on passe à l'unicité du thème lexical. L'unicité du thème lexical. Ensuite, je passe sur l'unité suivante, ça va être l'unité culturelle. 10 minutes. 10 minutes. Eh ben, je passe rapide. Là, vous me faites un double bind, là. Est-ce que je coupe ce que je suis en train de dire et j'avance ou bien je continue, hein? L'unité de la communication, l'unité dans l'approche communicative, c'est l'unité de communication. Mais l'unité de communication, c'est une unité très, très globale, complexe. Et on va prendre une des composantes de l'unité de communication, c'est-à-dire le lieu. Dans les manuels communicatifs, les titres des unités, c'est à la poste, au restaurant, etc. D'accord ? C'est l'unité de lieu, mais cette unité symbolise l'unité des personnages, l'unité de temps et l'unité de thème de conversation. Un dialogue audiovisuel ou un dialogue fabriqué d'un manuel communicatif, ce sont les mêmes personnes parlant pendant un temps très limité dans le même lieu, du même thème. Je ne sais pas si vous y avez pensé, parfois le soir en vous endormant, mais un dialogue audiovisuel, c'est exactement une tragédie grecque. Vous avez toutes les unités nécessaires. Bon, l'unité dans la perspective actionnelle, le principe d'unité dans la perspective actionnelle, tous en cœur, ça va être l'unité d'action. L'unité d'action, voilà, qui pour l'instant est interprétée souvent comme l'unicité de tâche finale, ce qui pose un problème dont je parlais avec Nicole Poteau, parce que les élèves, je sens déjà, ils vont s'ennuyer au bout de quelques actions uniques qu'on leur impose à la fin de chacune des unités, et qui sont des actions sérieuses, parce qu'on forme un acteur social, donc il faut que ce soit sérieux, ils vont s'embêter, pour ne pas dire autre chose, comme des rats morts. D'accord ? Donc il faut penser à la notion de variété. Nicole aussi en a parlé. Bon, je vais arrêter de la citer parce que j'ai déjà dépassé le nombre de fois qu'elle m'a cité. Donc je voudrais quand même équilibrer les choses. Nicole a parlé beaucoup de variété ce matin et c'est très important. Comment réintégrer la variété des tâches tout en gardant l'unité d'action? Ça va? Je ne vous donne pas la réponse parce que je voudrais que vous y pensiez de temps en temps le soir avant de vous coucher. Pour voir la réponse. Bon, ça fait intervenir la notion de variante de la même action. La variante de la même action. Par exemple, mais dans le cadre, déjà, vous avez un indice. Mais ils n'y pensaient pas. Hein. Dans le cadre, on dit il y a aussi une utilisation esthétique et il y a aussi une utilisation ludique de la langue. Donc, imaginez des actions où il y ait la variante sérieuse, la variante ludique et la variante esthétique. C'est tout. Et vous pouvez même compléter par les fonctions du langage de Jacobson, qui vous donnent d'autres variantes possibles. Voilà. Ça, je l'ai mis en œuvre dans version originale 3. Mais il y avait beaucoup de résistance de la part de l'équipe d'auteurs, tellement de résistance qu'il y en a une qui ne fera pas la version originale 4. Voilà. Mais j'ai quand même réussi à introduire une variante. Alors, il y a le sérieux et l'imaginatif et le loufoque. Alors voilà, les tâches. Créer une carte du monde de nos expériences décisives en apprentissage des langues ou rédiger une lettre. Vous arrivez à lire? Oui, pendant le temps que j'ai fait mon blabla, vous avez eu le temps de lire. Donc je passe en vitesse. Donc, ce qu'il faut remarquer là, c'est que ces tâches-là n'ont aucune connotation culturelle en termes de culture de l'apprenant ou de culture correspondant à la langue que l'on fait apprendre aux élèves. D'accord ? Ce sont des actions qui sont en quelque sorte transculturelles. Ça se fait dans n'importe quelle culture, ça. Et donc, il faut introduire... Bon, il va falloir garder, bien entendu, la culture des sociétés correspondantes ou de la société correspondant à la langue que l'on enseigne, mais on doit forcément intégrer aussi
si on veut que la didactique, que l'on enseigne une langue culture, il va falloir que l'on enseigne une nouvelle culture qui est la culture d'action. Donc ça vous donne la nouvelle problématique culturelle de référence. C'est la question maintenant qui doit vous empêcher de dormir. Je suis désolé, mais vous allez mal dormir ce soir. Bon, moi pas, parce que je suis assez fatigué. Quelle culture d'action commune dans la société classe et dans la société extérieure? Puisqu'on fait agir les élèves, hein, en particulier dans la pédagogie du projet, qui va être la forme privilégiée de mise en œuvre de la perspective actionnelle, on va essayer de les faire agir dans la société extérieure, mais aussi dans leur société à eux. Donc on a deux environnements d'action, la société classe et la société extérieure. Donc on doit considérer la problématique de la culture d'action comme culture d'action en classe, j'en ai parlé tout à l'heure déjà, et culture d'action dans la société étrangère. Et on va comparer la culture d'action de la société étrangère avec la culture d'action des enseignants, des apprenants. Proposer un voyage idéal, préparer une version radiophonique d'une pièce de théâtre. Voilà. On demande aux élèves de préparer une version radiophonique d'une pièce de théâtre. La première chose, c'est de dire, est-ce que vous avez déjà écouté dans votre pays une pièce radiophonique? Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça ne se fait pas? Est-ce que vous l'avez écoutée en France? Non, on va vous la faire écouter si on est en français langue étrangère. Et puis vous allez comparer éventuellement à une version de votre pays. Allez chercher une version radiophonique de votre pays, écoutez-la après avoir écouté une version radiophonique en français et essayez de trouver des différences culturelles. Et puis, on doit maintenant, puisque je vous le propose, enfin, vous devez parce que je vous le propose, vous avez vu que j'ai une conception de l'autonomie un peu musclée, on va dire. Je me suis trahi là. Puisque je vous propose gentiment, hein, et que vous avez accepté, et que vous avez bien voulu accepter de faire vous aussi une version radiophonique en classe, eh bien, on a un problème de culture d'action. On va le faire à la française, ou on va le faire suivant vos différents pays, où on va se créer une culture commune, où on va prendre des éléments de la culture française et puis des éléments de différents pays, parce qu'on a réfléchi aux différentes manières et qu'ensemble, on veut prendre des éléments différents. On veut faire de l'éclectisme culturel. OK? Bon, je ne pense pas que ce type de problématique, vous l'ayez entendu jusqu'à présent, dans l'approche communicative. Et si je pose ces problématiques, ce n'est pas que je sois plus intelligent qu'un autre, c'est tout simplement parce que si on regarde la problématique culturelle dans une perspective actionnelle, forcément, ça fait tourner le cadre, ça fait tourner le décor. Et je voudrais peut-être finir par cette idée. Vous verrez la suite de mon PowerPoint en version PDF. D'accord? Donc je vais arrêter là. Je voudrais revenir sur cette idée de perspective actionnelle. Est-ce qu'il faut dire approche actionnelle ou perspective actionnelle? Alors on va relire le cadre pour la énième fois. Voilà, on va relire le cadre pour la énième fois. Et puis on ne va rien trouver dans le cadre, puisque dans le cadre, vous avez perspective actionnelle dans le petit chapitre que j'ai vu là. Et puis 2 autres fois, au passage, on vous dit perspective actionnelle, et 2 autres fois, au passage, approche actionnelle. Match nul presque, ex aequo. Comment on départage? Moi, j'ai un principe pour départager les candidats, approche ou perspective. C'est que approche, ça renvoie trop à approche communicative, et approche communicative, ça a quand même voulu se constituer comme une espèce de cohérence unique. Voilà. Maintenant, c'est le communicatif, eh bien, on ne fait plus autre chose. Moi, j'ai vu des stages de formation à l'approche communicative où le formateur, d'un seul coup, il s'arrête comme ça. Il dit « Excusez-moi, vous pouvez me répéter ça, là, et répéter devant tout le monde? Vous faites encore de l'exercice structural en classe ?» Et le type, il dit « Bah oui, moi j'ai eu ma formation initiale, ça fait 25 ans. On m'a dit que c'était ça qu'il fallait faire. » Mon pauvre monsieur, d'accord? Donc, regardez le concept de stage de recyclage. Regardez ce que ça donne de regarder le concept de stage de recyclage avec l'idéologie environnementaliste que l'on a maintenant. Ce que c'est que de recycler un produit. Et ce que ça donne quand on dit un stage de recyclage, mais effectivement c'était ça, on recyclait des enseignants. Vous prenez un enseignant tout chiffonné, parce que ça fait 30 ans qu'il travaille, et vous lui faites subir un traitement suffisamment intensif et radical pour en sortir un petit chiffon tout neuf, tout propre, sur lequel vous allez inscrire les tables de la loi communicative. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse dans perspective actionnelle, c'est le mot perspective. C'est actionnel, bien entendu, excusez-moi. J'ai parlé d'actionnel jusqu'à présent, mais je vais terminer la conclusion sur l'autre mot de l'expression qui me paraît aussi intéressant, c'est perspective.
Parce que perspective renvoie dans la réalité empirique au fait que il n'y a pas de perspective privilégiée par rapport, la perspective, c'est toujours par rapport à des objets en 3 dimensions. Vous êtes d'accord? Eh bien, par rapport à un objet à 3 dimensions, ça n'a pas de sens de dire quelle est la meilleure perspective. Quelle est la meilleure perspective par rapport à cet objet en 3 dimensions? Est-ce que c'est celle-ci? Est-ce que c'est celle-ci? Est-ce que c'est celle-ci? Vous allez me répondre? Bah, ça dépend. Et ça dépend de quoi? De ce que vous êtes en train de faire. Si la roulette ne marche pas, vous allez prendre ça. Si, parce que ça marche à pile, si les piles ne marchent pas, ce n'est pas la bonne perspective. C'est celle-là. Et si vous voulez la ranger dans votre armoire, c'est peut-être celle-là. C'est là que ça prendra le moins de place. D'accord? Ça n'a pas de sens. La perspective par rapport à un objet dépend de ce qu'on veut faire de l'objet. C'est la même chose. Ce qui m'intéresse dans la perspective actionnelle, ce n'est pas que ce soit la nouveauté et donc la meilleure chose, mais que c'est une chose nouvelle dans le sens de autre, supplémentaire. Essayez, ça c'est un changement de paradigme, essayez d'enlever à nouveauté toute connotation négative ou positive et considérez que nouveau, ça veut dire supplémentaire. Ce qui m'intéresse dans la perspective actionnelle, c'est une perspective supplémentaire, ça donne aux enseignants une manière de faire, une manière de concevoir, une manière d'analyser, d'observer, différente de celle qu'ils avaient auparavant. Mais il faut conserver les différentes perspectives. Il n'est pas question, c'est pour moi une absurdité, une stupidité, de vouloir remplacer l'approche communicative par la perspective actionnelle. Parce qu'avec certains élèves qui veulent se préparer rapidement à rencontrer des étrangers, ce n'est pas la perspective actionnelle qui est la plus efficace et la plus adaptée. Pour ça, il existe une perspective qui a été inventée et travaillée pendant 30 ans, c'est l'approche communicative. Si vous voulez former des élèves seulement à continuer à distance un contact avec la langue culture étrangère par document authentique interposé, ce n'est pas l'approche communicative qui est la plus adaptée. Mais ce qu'on faisait auparavant, qu'on peut appeler la méthodologie des documents authentiques, et en particulier l'explication de texte à la française. L'explication de texte à la française, c'est une perspective actionnelle elle aussi. Toutes les méthodologies ont toujours eu une perspective actionnelle, dans le sens où il y avait un agir social de référence et l'agir d'apprentissage de référence que l'on choisissait justement en homologie maximale. Lorsqu'on pensait que les élèves n'auraient jamais l'occasion de rencontrer des étrangers, qu'est-ce qui était intelligent de faire? Eh bien, de leur donner la compétence de pouvoir maintenir à distance par document authentique interposé, en lisant des journaux, des revues, en écoutant la radio, en regardant la télévision, maintenir un contact à distance. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? La même chose. On les formait à être capables d'extraire de nouvelles connaissances culturelles et linguistiques d'un document authentique et de mobiliser à l'occasion de la compréhension du document authentique, des connaissances culturelles et langagères qu'ils avaient déjà. C'est-à-dire l'explication de texte qu'on dit à la française, dont je viens de présenter le noyau dur, le cœur actionnel, eh bien ça correspond exactement aux compétences auxquelles on voulait former les élèves pour plus tard. Si l'explication de texte, comme ça, nous paraît maintenant artificielle, c'est tout simplement parce que l'objectif social de référence et la situation sociale de référence a bougé. Mais, excusez-moi, mais c'est une loi évidente. Ils n'étaient pas plus cons que nous avant. Voilà. Et donc, si on ne comprend pas pourquoi ils ont fait ça pendant si longtemps, c'est parce qu'on n'a pas compris qu'auparavant, eh bien, ils avaient une autre cohérence. Et je reviens à la notion de paradigme. Je crois que je vais arrêter là parce que je vois des regards furieux. Voilà. À gauche aussi, voilà. Bien, merci. Alors, on va prendre quelques minutes pour poser quelques questions à M. Puren.
Je prierai les personnes qui posent les questions de parler très près du micro parce que sinon on n'entend pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question ? En général, la première question, c'est celle à laquelle on répond. C'est une très bonne question et on pense, et je ne vous remercie pas de me l'avoir posée. Mais on ne le dit pas. J'aurais une question, mais ce n'est pas une question très intellectuelle, c'est plutôt linguistique. En tant qu'anglophone, je voudrais savoir quelle est la signification du mot slam. En français, slam, vous l'avez dans une de vos unités. Ah non, il était là. Oui, le slam, bah, c'est une forme de poésie populaire où les gens, vous entendez ça parfois à la radio. Vous avez l'impression que c'est une chanson où il n'y a pas d'air. Et ce sont des paroles, en fait, ce sont des poèmes qui sont déclamés. Alors parfois, dans les versions commerciales, il y a un peu de musique par derrière. Hein, et ça a été inventé aux États-Unis il y a déjà quelques dizaines d'années, le slam. Donc c'est une forme de poésie populaire. Voilà. Et il y a eu dans la fête de la francophonie qui a lieu chaque année, je crois qu'il y a quelques années, il y a 2 ans ou 3 ans, c'était un concours de slam. Donc on a réutilisé ça et vous avez compris que l'une des tâches que l'on propose... Pardon ? Non, c'est pas le rap. Non, non. Ben, vous tapez ça dans votre moteur de recherche préféré, slam, et vous allez trouver tout de suite définition, les citations du premier. Alors c'est un bon exemple d'ailleurs d'action... c'est un bon exemple d'action à variante, parce que le slam, en fait, va être une des variantes de ce qu'on propose aux élèves, qui est un atelier d'écriture poétique. Mais il y a le slam, mais ils vont pouvoir faire éventuellement des poésies plus personnelles. Ils vont pouvoir... Alors je crois que la variante que l'on propose, c'est d'écrire à une personne qui ne lira jamais le texte, ce qui est un cas de figure très connu en littérature. Écrire à quelqu'un dont on sait qu'il ne lira pas. Et on n'écrit pas pour que ce soit lu par quelqu'un, mais éventuellement, quand même, on espère être publié, on n'est pas fou, être lu par d'autres. Hein, qui est une manière d'établir une variante très radicale par rapport au slam, parce que le slam, justement, il est fait pour être lu en public. Alors que là, on est sur une variante complètement différente, qui est, en quelque sorte, la poésie intimiste. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? C'est pas pour vous couper la question, hein, mais pour que vous ayez le temps de réfléchir. Sur mon site, vous allez dans mes travaux, listes et liens, et vous avez depuis 2002, ça doit arriver maintenant à une bonne vingtaine d'articles qui touchent sur la perspective actionnelle, et en particulier l'opposition que je cherche à construire systématiquement entre la perspective actionnelle et l'approche communicative. On m'a reproché très souvent de polémiquer, et ça voulait dire que, et c'était bien vu, je polémique intellectuellement dans le sens où je crois que le meilleur service à rendre maintenant à la didactique des langues et aux enseignants, c'est de construire une perspective actionnelle qui soit en opposition systématique avec l'approche communicative. Pas par goût de la contradiction, mais justement pour varier le plus cette nouvelle perspective, dans cette logique dont je vous parlais tout à l'heure, d'offrir la possibilité de porter un autre regard sur toutes les problématiques que l'on avait d'habitude de voir déjà, mais dans une perspective communicative. Construire la perspective actionnelle de façon opposée, non pas pour dire elle est opposée parce que c'est la meilleure, mais encore une fois, elle est opposée, et on va la construire opposée parce qu'on a intérêt à avoir une perspective très différente, parce que ça crée des effets de perspective, et que dans la classe, eh bien, ça augmente la possibilité de varier justement les pratiques en fonction des objectifs institutionnels, en fonction des besoins des élèves. C'est la capacité de varier les pratiques qui est une des compétences essentielles d'un enseignant. Vous avez parlé de la création d'une culture d'action commune, oui, et en référence à la classe type d'élèves qui parlent tous la même langue, majoritairement une langue, qui ont une langue commune. Je trouve intéressant dans ce que vous amenez de reconsidérer la création d'une culture d'action commune dans l'hétérogénéité des langues des participants.
Donc c'est-à-dire, là du coup, ça m'a fait réfléchir dans ce sens-là. Et qu'on ne va plus se centrer que sur la langue d'apprentissage, mais qu'on peut vraiment prendre en considération tous les différents paramètres des participants. Ah oui, de prendre en compte d'abord la classe qui est la réalité première et l'authenticité première. Je crois que Nicole en a parlé ce matin. C'est vraiment une constante qui apparaît maintenant en didactique des langues. Hein. Alors, bon, si on avait été en atelier, je vous aurais fait travailler sur, excusez-moi, le concept de conception. La conception est à la perspective actionnelle ce que la représentation est à l'approche interculturelle. C'est vraiment le concept central. Et, encore une fois, excusez-moi, je vais vous empêcher de dormir tranquillement ce soir, mais chez vous, dans votre lit, bien allongé tranquillement, pensez à ce que vous mettez sémantiquement dans le mot conception lorsque vous faites précéder conception de action. Qu'est-ce que ça veut dire à quelqu'un? Chers collègues, je suis vraiment enchanté, je vois que nous partageons les mêmes conceptions de l'action politique. Qu'est-ce que ça veut dire à quelqu'un? Chers camarades, je suis vraiment désolé, mais je vois que nous ne partageons pas du tout les mêmes conceptions de l'action syndicale, etc., etc. Conception-action. Eh bien, vous tapez dans votre moteur de recherche préféré, conception de l'action, entre guillemets, sinon vous aurez tout conception, tout action, c'est pas ce que vous voulez. Tapez entre guillemets conception de l'action et vous allez avoir forcément un concordentiel qui va vous donner tout un tas de citations qui vont vous montrer la complexité de ce concept de conception lorsqu'il est devant action. Et ce qu'on retrouve dans conception, ce sont des valeurs. Tiens, c'est intéressant. Parce que dans l'enseignement scolaire, hein, ce sont des valeurs, ce sont des finalités, des objectifs, des principes, des normes, des modes opératoires et des critères d'évaluation. J'ai oublié quelqu'un qui m'en excuse, mais je pense qu'il y en avait 7, j'en suis qu'à 6. D'accord ? Mais ce travail-là, vous pouvez le faire à partir de votre propre concordentiel. Une des choses qui m'intéresse il y a trois choses qui m'intéressent dans la perspective actionnelle. Désolé, bah oui, je vous ai dit que je faisais un peu de l'auto-allumage. Bon, ouais. La première chose, ça va aller très vite, c'est ce que je viens de vous dire. C'est une perspective nouvelle dans le sens de autre, supplémentaire. Pas forcément meilleure, pas forcément la plus adaptée. C'est à vous à le voir dans vos classes. Okay ? La deuxième chose qui est intéressante, c'est une perspective qui est câblée dès le départ, finalité, et donc enseignement scolaire. Et on a souffert beaucoup en didactique scolaire jusqu'à présent des 30 années d'approche communicative qui étaient fondamentalement inadaptées à l'enseignement scolaire. Le message subliminal que l'on fait passer, si on est un prof communicatif pur et dur, le message subliminal, mais très net, que l'on fait passer aux élèves, c'est, vous savez, c'est pas génial d'apprendre une langue. Elle en a parlé aussi, Nicole, décidément, je répète tout ce qu'elle a dit. C'est pas génial d'enseigner à apprendre une langue d'entre quatre murs, on apprend vraiment le mieux dans la société, mais ne vous inquiétez pas, on va faire le plus souvent possible comme si on n'était pas en classe mais en société. Pour motiver à l'apprentissage entre les quatre murs d'une classe, vous me passerez qu'on peut inventer autre chose comme message subliminal. D'accord ? Et la troisième chose qui m'intéressait, je l'ai oublié au passage, mais c'est pas grave. Merci, Monsieur Puren. On vous applaudit. Alors, avant de vous laisser partir, une information très importante. Vous avez une feuille d'évaluation dans votre dossier que nous aimerions beaucoup que vous remplissiez avant de partir. Vous pouvez les déposer dans une boîte en carton qui se trouve vers l'entrée. Il y a aussi une boîte pour les badges que vous pouvez déposer. Et puis, il y a un apéritif qui se trouve sur la terrasse. Je vais encore passer la parole à Brigitte Forster. Et quelqu'un a oublié cette petite pochette, donc la personne peut passer vers moi la prendre. Voilà. Je passe la parole à Brigitte Forster. En fait, je me permets de reprendre la parole pour encore une fois remercier d'abord tous les intervenants, les conférenciers, mais tout particulièrement l'équipe d'organisation. Et puis, ils ont pris l'initiative et tout fait pour que cette journée soit une réussite. J'espère que vous en sortez enrichis. Donc, je prie Anna Ronda, Katie Raymond, Mercedes Siobet, Corinne Decker, Barbara Althaus et Vincent Mermont de venir ici pour recevoir un petit cadeau et peut-être aussi vos applaudissements.
Merci beaucoup et encore un bon week-end et à bientôt. Bonne continuation.